Et c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce premier atelier dans la série sur l'éducation financière. Merci Christophe de venir euh, nous parler de ce sujet de cœur qui tient à cœur ce soir et de débuter le bal des ateliers. Merci. Euh, Si jamais vous êtes là, faites-nous un petit coucou dans les commentaires. Si jamais vous regardez en replay, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Ce soir, on va parler de la construction de son patrimoine et sur les investissements immobiliers, boursiers, mais comment construire en fait un patrimoine équilibré. Euh, alors, je ne sais plus comment est-ce que j'ai croisé ta route. C'est via les Euh, ateliers au début de l'année, en confinement, je crois, hein. moi, je suis tombé sur ta page, à mon avis, via une publicité sur Facebook. Et puis, je Ouais. me suis intéressé à ce que tu faisais. Et puis, j'ai assisté à un atelier aussi. Et puis, voilà, on est rentré en contact. Et puis, on s'est dit que ce serait une bonne occasion de parler de ce que je suis en train de développer de mon côté et qui pourrait intéresser ta communauté. Ouais, top, top, top. Alors moi, ce que j'ai envie de poser comme question, peut-être pour ma communauté qui ne te connaît pas encore, quelle est ton histoire et comment est-ce que tu es arrivé à te lancer dans justement les investissements Ouais. et les investissements en bourse et la construction d'un patrimoine en bourse? Ouais. Bon, d'abord, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Christophe Dumortier, j'ai 37 ans, j'habite à Bruxelles. Et en fait, j'ai toujours été intéressé par les sujets financiers. Déjà, lorsque on était en humanité, j'avais pris l'orientation sciences économiques. Et ensuite, voilà, ce sont des sujets qui m'ont toujours passionné, même la bourse, parce que je me souviens que je regardais même dans le journal physique encore les cotations à l'époque, même si j'y comprenais pas grand-chose. Mais ça m'attirait déjà. Et puis, ensuite, j'ai étudié les sciences économiques à l'ICHEC. J'ai fait 4 ans et puis j'ai fait un master en finance. Donc, j'ai toujours été vraiment économie, mais en plus finance. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Donc, j'ai fait ce master, cette spécialisation en finance. Et ensuite, j'ai travaillé 10 ans dans le secteur bancaire, dans une banque privée belge qui s'appelle Banque de Groof, qui aujourd'hui est devenue Banque de Groof Petercam. Et donc, en fait, l'économie et la finance a toujours accompagné, on va dire, ma vie depuis adolescent. Et voilà, c'est un intérêt, on va dire, naturel pour le sujet. Et c'est à la fois, donc, on va dire, basé sur ce que j'ai étudié, sur mes expériences personnelles d'investissement. Et puis, c'est quelque part vraiment une passion qui m'amène aujourd'hui à avoir créé un site internet sur lequel ou via lequel je partage en fait mes connaissances et ma passion pour le sujet afin de, on va dire, vulgariser et aussi synthétiser les connaissances qui sont utiles vraiment pour passer à l'action et pouvoir investir son épargne. Eh bien justement, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus de ça. Pourquoi l'idée de lancer finalement ton site et de vulgariser toutes ces connaissances d'autant plus que ton site il s'appelle Éducation financière. Euh, pourquoi vouloir amener ça à tout le monde? En fait, c'était effectivement le point de départ. Au début, j'avais pas spécialement cette idée. Et puis, en fait, j'étais un petit peu, on va dire, embêté de voir que dans les médias financiers et aussi sur Internet, lorsqu'on parle de placement financier, il y a toujours un biais spéculatif et un biais, c'est un jeu, c'est un pari. Euh, Par exemple, là, on est en décembre, c'est un très bon exemple. Dans les médias financiers, il y a pas mal d'articles sur les 5 actions à acheter pour 2021. Et il faut miser sur la Chine pour 2021. Et donc, il y a ce côté un petit peu, ah ben, je vais parier là, je vais parier là. Et en fait, ça donne de mauvais réflexes aux gens. Et puis, je me suis dit, ben, plutôt que de m'agacer de voir cette tendance-là dans les médias, bah, j'ai qu'à créer quelque chose pour partager mes connaissances et les connaissances aussi en fait, des grandes sociétés de gestion parce que ce que je souhaite partager, c'est à la fois des connaissances théoriques, mon expérience personnelle, mais aussi ce qu'on retire des études universitaires et des grandes sociétés de gestion dans le monde qui font des rapports et des analyses poussées sur les bonnes manières de gérer un portefeuille. Et donc l'objectif, c'est aussi de partager ça
et de rendre ça accessible. Parce qu'en fait, ce n'est pas tellement compliqué d'investir par soi-même. Bien sûr, il faut y passer du temps et apprivoiser, on va dire, les notions principales, mais ce n'est pas quelque chose d'extrêmement technique. On va le voir dans ce webinaire aujourd'hui. Je vais parler notamment de certains aspects qui permettent de faciliter, on va dire, l'accès et la compréhension des placements financiers. Et donc, c'est quelque chose qui est accessible à toute personne qui souhaite véritablement passer à l'action et apprendre sur le sujet. Ouais, génial. Voilà. Et qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans le fait de faire ça, justement? Je crois que c'est d'une part la passion pour le sujet, comme je le disais, et puis c'est la volonté de partager, la volonté de se dire qu'en fait c'est quelque chose d'accessible et que c'est dommage que la majorité des gens, malheureusement, soient influencés par la manière dont les médias fonctionnent, parce qu'eux, ils ont besoin de vendre du journal, ils ont besoin de vendre des articles, ils ont besoin qu'on clique sur le titre, et donc ils ne vous incitent pas forcément à la raison, ils vous incitent à agir, à vouloir en savoir plus, à vouloir savoir parfois des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Et donc, je pense que voilà, la volonté, c'est de partager mes connaissances et en faire profiter le plus grand nombre pour que les gens puissent développer un patrimoine qui est le sujet du jour, équilibré et qui n'est pas dans l'idée de gambling et de parier sur des actions. Mhm. Et de construire une certaine sécurité et stabilité Exactement. financière, quoi. Ouais. Ouais, tout à fait. Et alors, donc cette année, c'est cette année que tu as lancé la plateforme. L'année Oui, prochaine, tu prépares une formation, justement, exact. pour pouvoir aller un pas plus loin. Voilà, exactement. Donc cette année-ci, en septembre, j'ai lancé educationfinance.eu, qui est Ouais. mon site internet, sur lequel je publie des articles, euh, on va dire exclusivement sur les placements financiers. Et puis maintenant, je vais commencer à préparer la formation pour le fin du premier trimestre 2021. Et là, Ouais. l'objectif, c'est d'accompagner les gens qui ont besoin de plus que les articles et qui ont besoin ou qui ressentent le besoin d'être accompagnés et d'être guidés pour savoir vraiment comment structurer leur portefeuille de placement, comment trouver les actifs, que ce soit des actions, des fonds, des obligations ou autres, comment les trouver aussi, comment pouvoir comparer les différents actifs et choisir celui qui leur convient le mieux et construire en fait un portefeuille qui leur convienne, qui corresponde à leur niveau de risque et qui après puisse les accompagner pour le long terme. Top. Eh bien, j'ai hâte d'entendre ta présentation. Je vais te passer la main. Je pense que tu nous as préparé une présentation. Un petit support, ouais. Je t'en prie, tu peux. OK. Est-ce que- OK. Voilà, alors je vais partager mon écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via la fenêtre de discussion. Et je pense que Marjolaine, tu me feras signe alors lorsque je devrais répondre à des interventions. Ouais. OK, donc n'hésitez pas, c'est mieux que d'accumuler des questions et d'éventuellement perdre le fil dans la présentation. Faisons ça comme ça. Voilà. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est donc développer un patrimoine équilibré et apprendre à investir en bourse. C'est un sujet qui est plus large que les sujets que je traite sur mon site à proprement parler, puisque mon site est, on va dire, sur l'investissement en bourse. Mais l'objectif ici, c'est de prendre un petit peu de recul et de regarder l'investissement dans un contexte plus général de quel est votre patrimoine, de quoi est-il composé, est-ce que c'est une bonne idée pour vous d'investir en bourse, est-ce qu'il n'y a pas d'autres investissements à faire d'abord, et quel est votre objectif en fait en investissant en bourse. Avant de commencer, voilà. Je voulais faire une petite introduction. Je vais juste déplacer la fenêtre qui me dérange un peu ici, voilà. En fait, je voulais faire une petite introduction pour d'abord placer le contexte. Donc, le sujet
qu'on va traiter aujourd'hui dans la présentation, c'est la gestion de patrimoine. Donc, ce n'est pas l'enrichissement, puisque lorsqu'on fait des investissements, que ce soit en immobilier, en actions ou autre, on a cette notion d'enrichissement qui arrive assez rapidement. Ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour est un petit peu plus large. C'est vraiment le patrimoine. Et donc, vous avez deux notions qui vont venir ensemble. C'est la notion de rendement des actifs dans lesquels vous investissez, mais c'est aussi la notion du risque. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, pour son patrimoine, prendre un risque excessif sur un ou l'autre actif. On veut avoir un équilibre pour protéger ce qu'on a, puisque votre patrimoine, vous avez mis des années à le constituer, vous avez travaillé pour, vous avez économisé pour, et l'objectif, c'est déjà de le sécuriser, de le protéger, et puis évidemment, l'enrichissement dans le sens de la croissance de la valeur de ce patrimoine est évidemment un objectif important et viendra avec les investissements qu'on va faire, mais ce n'est pas l'objectif unique. La deuxième petite chose dont je voulais vous parler, c'est de faire une distinction entre une dépense et un placement. Parce qu'en fait, ce qu'on souhaite ici, c'est investir, ce n'est pas dépenser. Donc, on souhaite placer son argent dans des actifs qui, par nature, ne vont pas se déprécier automatiquement. Le meilleur exemple de ça, c'est la voiture, par exemple. Vous allez chez le concessionnaire, si vous achetez une voiture à 15, 20, 30 000 euros, peu importe le prix, vous êtes à peine sorti de chez le concessionnaire, elle vaut déjà beaucoup moins. Elle ne vaut jamais plus. Ça n'existe pas que vous allez chez le concessionnaire, vous ressortez et la voiture vaut plus. Un placement, c'est différent. Si vous achetez par exemple des actions de l'immobilier, bien sûr, le prix va fluctuer avec le temps, mais intrinsèquement, c'est un actif qui n'a pas vocation à perdre en valeur. Une voiture, un vêtement ou des biens de consommation classiques ont vocation à perdre en valeur avec le temps. C'est une distinction qui est importante parce que lorsque vous regardez ça sous ce spectre-ci, vous pouvez alors voir quelles sont les différentes classes d'actifs dans lesquelles vous pouvez investir. Vous pouvez investir en actions, en obligations, en immobilier, en or, etc. Donc ça, ce sont des classes d'actifs à différencier donc des dépenses. Et donc, une manière d'accroître son patrimoine, c'est de dépenser moins et d'investir plus, évidemment. Et la méthode d'après, c'est d'optimiser ses investissements. Et donc ça, c'est aussi le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Et le troisième aspect dont je voulais vous parler en introduction, c'est la diversification. Parce que la diversification, c'est véritablement un aspect clé des investissements et de la gestion de patrimoine. Vous pouvez aller voir ce que font les gens les plus intelligents de la planète en investissement. Ils sont diversifiés. J'ai travaillé, comme je le disais en début de vidéo, pendant 10 ans dans une banque privée. Donc pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est une banque privée, on appelle ça parfois aussi une banque de gestion de fortune. Donc en fait, ce sont des banques dont l'activité est spécialisée au service à rendre aux personnes plus fortunées. Et donc, quand je vois la manière dont on gérait les portefeuilles et les avoirs de cette population-là, il y avait systématiquement une diversification dans tous les investissements. Il n'y avait jamais un compte bancaire sur lequel il y avait un seul actif. Donc, la diversification, c'est quelque chose de véritablement central dans tous les investissements que vous faites. Cette diversification a essentiellement deux objectifs. C'est premièrement de diminuer le risque d'une perte importante. Donc ça, c'est quelque chose de simplement mathématique. Donc plutôt que d'investir tout dans un actif, vous allez investir dans 50 actifs. Et donc au lieu d'avoir 100% dans un investissement, vous allez avoir 50 investissements de 2% de votre patrimoine et l'ensemble va faire 100% divisé en 50 investissements différents. Donc si vous avez un investissement qui foire, eh bien, ça n'affecte pas les 49 autres. Et donc, l'impact sur votre patrimoine devient minime. Donc ça, c'est un avantage purement, on va dire, mathématique.
Et un deuxième avantage, c'est que ça réduit en fait la volatilité. On en parlera sans doute plus loin dans la partie plus sur la bourse, mais le fait d'investir dans différents actifs fait que vous êtes moins exposé aux variations de valeur de chacun des actifs. Et donc, il y a un côté, on lisse en fait la valeur de votre portefeuille. Voilà, je pense que ça, c'était une introduction utile pour bien comprendre de quoi on va parler. Donc maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, en termes d'équilibre patrimonial, je vous ai mis ici une suite qui est en fait pour moi une approche à avoir dans cet ordre-là. C'est-à-dire que je mets l'immobilier en premier parce que je pense que pour avoir un patrimoine sain et qui soit utile, vous avez besoin d'immobilier d'abord. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir un patrimoine où la majorité de vos avoirs est de l'immobilier, mais par contre, l'immobilier a une particularité, c'est qu'il a en fait, il est hybride. C'est à la fois un investissement et un placement. Donc c'est un actif dans lequel vous allez investir qui ne va pas par définition ou par nature perdre en valeur. Et en plus de ça, c'est un actif utile. Pardon, c'est un actif utile, puisque vous avez besoin d'un toit au-dessus de votre tête, vous avez besoin d'un endroit où dormir, d'un endroit où être au chaud en hiver, etc. Et donc, on a tous besoin d'immobilier. Et donc, de ce fait, il me semble que c'est un bon conseil pour tout le monde de faire en sorte d'être propriétaire d'un bien immobilier, disons pour l'âge de 55 ans. Ça veut dire qu'à l'âge de 55 ans, vous avez remboursé tous les crédits bancaires liés à l'acquisition de votre maison ou votre appartement, et vous avez un toit au-dessus de la tête sans plus aucune mensualité de crédit à rembourser, ni loyer à payer. Et donc, ça vous permet, si jamais vous avez un imprévu, si vous perdez un emploi, et on sait qu'avec l'âge, ça devient plus difficile de retrouver un emploi derrière, ça vous permet en fait de vous sécuriser en ayant acquéri cet immobilier. Et donc, c'est ça aussi l'objectif du patrimoine. Ce n'est pas que de le constituer, d'accumuler, et puis de transmettre éventuellement ce patrimoine. C'est de pouvoir en profiter vous aussi, et l'immobilier, vous en avez besoin. Donc, pour moi, l'immobilier vient en premier. Une fois que vous êtes parti dans l'acquisition de votre bien immobilier, si vos revenus vous permettent, vos revenus et vos rentrées vous permettent de mettre de côté, eh bien, vous mettez de côté ce qu'on appelle une épargne de précaution. Je pense que le mot parle bien pour dire ce que c'est. C'est vraiment pour faire face aux imprévus. Voilà, vous mettez, il n'y a pas vraiment de règles fixes, mais on dit généralement entre 3 et 6 mois de train de vie, donc de votre coût classique de vie. Mettez-le de côté en liquide sur un compte en banque et vous savez que voilà, vous pouvez toujours aller puiser dedans si jamais il y a un imprévu. Ensuite, vous avez une épargne pour des projets identifiés. Donc clairement, si vous savez que dans 2 ans, vous devez changer de voiture, eh bien, vous pouvez l'anticiper et mettre de côté pour financer cet achat-là. Ça vaut pour tout projet identifié que vous auriez. Et donc ça, ce sont 2 types d'épargne que vous devriez garder de manière très liquide. Donc idéalement, véritablement en cash sur un compte bancaire. Et puis, tout ce qui dépasse ces 3 points-là, ça devient des liquidités que vous pouvez envisager d'investir. Vraiment dans une optique purement d'investissement financier. Donc, vous avez votre immobilier, vous avez l'argent de côté pour vos projets. Vous pouvez à ce moment-là vous dire, je vais placer le reste dans l'idée de, d'une part, le protéger. Donc, protéger par exemple de l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation est très basse, mais elle peut remonter. Elle a longtemps été plus élevée qu'aujourd'hui. Donc, ça fait partie des risques de laisser de l'argent, on va dire, non investi. Et puis, il y a le risque de passer à côté d'un rendement. Et donc, en investissant, que ce soit en bourse ou en immobilier, vous avez l'occasion d'obtenir un rendement de vos placements
Et maintenant que vous avez fait votre investissement immobilier, en fait, toutes les classes d'actifs que j'ai pu citer plus tôt, donc la bourse, l'immobilier, donc les actions, obligations, immobilier, tous ces actifs sont en fait en concurrence les uns avec les autres et sont des opportunités d'investissement pour vous. Et l'immobilier n'a plus à ce moment-là d'avantages, on va dire, ou de particularités par rapport aux autres actifs, puisque vous avez déjà un bien immeuble et que donc vous avez un toit au-dessus de la tête, vous n'avez pas besoin d'en avoir deux ou trois. Donc à partir de ce moment-là, la bourse l'immobilier n'est plus, on va dire, à privilégier par rapport aux autres investissements et ça devient un choix parmi d'autres. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ensuite, je voulais revenir un petit peu sur l'aspect immobilier. Donc sur les points ici d'investissement à moyen et long terme. Une fois que vous avez votre immobilier, votre épargne mise de côté, il y a une particularité de l'immobilier par rapport aux autres actifs. Et en fait, c'est quelque chose qui est généralement pas très bien compris, même si tout le monde sait que ça existe. Et c'est en fait ce qu'on pourrait appeler le pouvoir de l'effet de levier du crédit bancaire. Parce qu'en fait, l'immobilier est un actif comme un autre, sauf que, comme on l'a dit, donc c'est un bien dont vous pourrez avoir besoin, mais c'est aussi un bien pour lequel un banquier vous prêtera beaucoup d'argent pour de longues durées et à des taux extrêmement faibles. Et ça, c'est le seul actif qui a cette caractéristique-là. Si vous appelez votre banquier demain pour lui dire que vous voulez investir en bourse, il va vous dire allez-y. Il ne va pas vous proposer un crédit. Mais si vous lui dites que vous voulez acheter de l'immobilier, il va vous proposer un crédit, ou en tout cas, vous pourrez en discuter. Et le fait de pouvoir emprunter à bon marché pour de longues durées, ça fait une très grosse différence. Et en fait, c'est un levier de création de richesse. C'est pour ça qu'en introduction, je disais qu'on parle de patrimoine et pas d'enrichissement. Mais si il y en a parmi vous dont l'objectif premier, ce serait de faire croître leur patrimoine, quitte à prendre plus de risques, puisque avec le crédit bancaire viennent des risques, je pense que l'immobilier est sans doute la meilleure manière pour s'enrichir, entre guillemets, avec un risque modéré. De nouveau, pas parce que l'immobilier est un actif exceptionnel, mais parce que le crédit bancaire le rend particulier. Et donc, grâce à ça, vous voyez ici sur cette petite illustration, en fait, avec une petite mise de départ, vous allez pouvoir acheter un bien qui est beaucoup plus gros. Donc, par exemple, vous allez mettre 15 000 € de fonds propres dans l'achat d'un appartement et vous allez pouvoir acheter un appartement qui en vaut 150 000. Et donc, si les prix de l'immobilier montent de 10%, votre appartement de 150 000 en vaut 15 000 de plus, mais en fait, vous n'aviez mis que 15 000. Et donc, si vous remboursez, vous vendez l'appartement qui en vaut maintenant 165 000 et vous remboursez le crédit que vous aviez pris, en fait, toute la différence vient pour vous. Et donc, vous aviez mis 15 000 de votre poche, l'appartement a pris 15 000 € de valeur, et donc, en fait, votre part est devenue 30 000 € et vous n'aviez mis que 15 000. Donc, avec 15 000 de misée, si vous revendez l'appartement une fois qu'il a pris 10% et que vous remboursez tout de suite le crédit bancaire, hors frais évidemment, eh bien en fait, vous avez un patrimoine qui est devenu 30 000 alors que vous n'aviez mis que 15 000. Donc l'immobilier a pris 10% pour passer de 150 000 à 165 000 et vous êtes passé de 15 000 à 30 000. Et donc pendant que l'immobilier a fait 10%, vous avez fait 100% de rendement, vous avez doublé. Et c'est ça l'effet de levier. Et cet effet de levier, c'est quelque chose d'à la fois puissant, mais qui comporte aussi certains risques. Donc je dis que d'une part, c'est une opportunité de création de richesse pour ceux pour qui ce serait en fait la priorité, c'est de se construire un patrimoine, mais viennent avec des risques. Et donc c'est pour ça que, et des contraintes. Et donc c'est pour ça que tout le monde n'opte pas pour l'immobilier, parce que ce crédit implique des risques.
Donc ça, c'était, je pense, une parenthèse utile parce que c'est quelque chose qui est rarement compris. On pense parfois que l'immobilier est une classe d'actifs exceptionnelle, que c'est ce qui prend le plus en valeur. Et en fait, historiquement parlant, ce sont les actions qui ont le meilleur rendement. Mais l'immobilier a cette particularité que les actions n'ont pas. Et donc, avec une petite mise, vous pouvez faire croître votre patrimoine plus rapidement. J'ai une question sur Facebook, Marie-Christine qui demande: oui, mais ne risque-t-on pas d'être taxé sur la plus-value réalisée? Sur l'immobilier, sans doute, Euh, vu que j'ai essentiellement parlé d'immobilier. ouais. Je ne connais pas exactement la taxation de l'immobilier. Ici, le but, c'était de donner un exemple. Donc, je ne suis pas spécialiste de l'immobilier et de la manière dont c'est taxé. Je pense qu'effectivement, s'il y a une taxation, elle est effectivement liée à la rapidité ou au délai dans lequel vous revendez le bien immobilier. Donc, je ne connais pas les délais. La fiscalité évolue, ça a existé aussi pour les actions, ça n'existe plus maintenant. Donc, ce sont des choses qui évoluent. Mais donc, je donnais l'exemple, en fait, l'idée n'est pas forcément d'acheter à crédit et de revendre l'immobilier rapidement. L'effet de levier du crédit, il vaut toujours. Donc, si vous achetez un immeuble, que vous le gardez 10 ans et que vous remboursez du crédit, l'effet de levier joue aussi. Donc, j'ai donné l'exemple sur une petite durée pour qu'on comprenne tout de suite et qu'il n'y ait pas des considérations de oui, mais il y a aussi du crédit qui se rembourse, etc. Si vous achetez un immeuble, que vous le revendez, on va dire en sortant de chez le notaire, vous rentrez tout de suite pour le revendre parce que les prix de l'immobilier ont pris 10%. Hors fiscalité, vous êtes passé de 15 000 à 30 000 euros on va dire, de patrimoine qui vous appartient. Merci. Voilà. J'ai fait un petit tableau comparatif d'immobilier et de bourse pour un petit peu voir les points forts et points faibles de chacun. L'immobilier et la bourse ont un point commun, c'est que ce sont des classes d'actifs qui ont une bonne rentabilité. Donc, comme je disais tout à l'heure, la bourse a une meilleure rentabilité historique que l'immobilier, mais ça tient à pas grand-chose. Donc, objectivement, on pourrait dire que c'est la même chose. En termes de rentabilité, c'était très, très proche. Donc, l'immobilier, historiquement, a très bien performé en termes de rendement. Ensuite, comme on l'a dit, c'est un investissement hybride. Donc, il est à la fois placement financier et il a une utilité pour vous. Ça pourrait être le cas, par exemple, d'un terrain également. Donc, c'est un actif physique dont vous avez une utilité. Vous pouvez avoir des avantages fiscaux à l'acquisition, même si d'un autre côté, vous êtes taxé aussi, puisque vous avez le précompte immobilier également. Donc, ça peut être un avantage fiscal, mais il faut aussi regarder les désavantages fiscaux, on va dire, qui viennent avec. Il y a l'aspect crédit bancaire. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment la spécificité de l'immobilier. C'est l'accès à ce crédit, donc à taux extrêmement faible. Je crois qu'aujourd'hui, on peut se financer entre 1% et 2% sur des durées de 15, 20, 25 ans. Et un point à ce niveau-là, je sais que ce n'est pas la législation qui a changé, mais les régulateurs qui contrôlent le secteur bancaire imposent au secteur bancaire plus de contraintes aujourd'hui que c'était le cas il y a encore, je pense, 1 an pour acquérir de l'immobilier. Certainement, si vous achetez de l'immobilier pour un investissement. Donc, vous détenez déjà un immeuble, vous voulez faire un deuxième achat. En fait, les banques vont avoir plus de difficultés à pouvoir vous prêter. Ce n'est pas une question de taux, c'est une question de montant et de montant en proportion de la valeur du bien que vous achetez. Donc, c'est la notion de quotité. Les banquiers, pour un deuxième bien, normalement, ne peuvent pas prêter plus de 80% de la valeur du bien. Et donc, il y avait moins de contraintes à ce niveau-là avant. Et donc, c'était plus facile par le passé, si vous vouliez développer, on va dire, un patrimoine immobilier. C'était plus facile par le passé de le faire parce que le banquier vous suivait parfois jusqu'à au-delà de 100% et pouvait jusqu'à financer vos frais de notaire et vos droits d'enregistrement.
Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus compliqué et donc ça va devenir plus difficile aussi d'acheter plusieurs biens immobiliers. Il faudra avoir plus de mise propre. En point négatif de l'immobilier, il y a déjà le fait que c'est immobilier. Donc, comme le nom le dit, c'est immeuble, c'est immobile. Donc, si vous souhaitez avoir de la mobilité, si vous souhaitez aller vivre à l'étranger, si vous souhaitez pouvoir, on va dire, déménager facilement ce genre de choses, une fois que vous êtes propriétaire immobilier, eh bien, vous devez vous occuper du bien. Si vous le mettez en location, vous devez faire le suivi. S'il y a des réparations à faire, vous devez vous en occuper. Vous devez faire les déclarations fiscales appropriées. Donc, il y a toutes ces contraintes-là. Vous avez aussi une contrainte qui n'est pas forcément négligeable, c'est que c'est un bien qui va nécessiter un investissement assez important. Donc, je dis accès à partir de 100 000 €, on va dire pour un petit studio. En dessous de 100 000 €, vous n'avez, on va dire, que les garages, par exemple. Pour y acheter un garage, je pense que c'est plus ou moins 35 000 € l'investissement dans un garage, mais de manière générale, dans un appartement, en dessous de 100 000 €, vous avez pour ainsi dire rien du tout. Donc, pour vous diversifier et investir votre argent, si vous choisissez l'immobilier, vous avez besoin d'une somme assez importante d'argent. Ce qui n'est pas le cas pour la bourse, on le verra après. Donc, quelque part, c'est ce qu'on pourrait appeler une barrière à l'entrée. Vous avez aussi les frais, les droits d'enregistrement, les frais de notaire. C'est évidemment pas négligeable du tout. Ce sont des frais qui représentent quand même des milliers et des milliers d'euros. Et donc, quelque part, ce sont des frais d'accès à l'immobilier que vous devez récupérer derrière si vous voulez espérer faire une plus-value, vu que vous voyez l'immobilier à ce moment-là comme un investissement. Donc ça, c'est vraiment une difficulté. Ensuite, vous avez la concentration du risque. Donc, quand vous avez acheté un appartement, vous avez un locataire, vous dépendez de lui pour le paiement du loyer et pour le remboursement de votre crédit si vous avez financé l'achat du bien à crédit. Donc ça, c'est un risque important de l'immobilier, c'est que ça va vous concentrer dans un bien bien déterminé. Vous avez donc les suivis, entretien et réparation. Vous avez le risque de l'effet de levier. Donc l'effet de levier, le crédit bancaire est à la fois une opportunité et un risque, puisque si on devait faire l'exercice inverse de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le marché de l'immobilier perd 10%, votre immeuble, votre appartement que vous avez acheté 150 000 en vaut 15 000 de moins, eh bien vos 15 000 € que vous aviez mis au début, ils ne valent plus rien. Ils ont disparu. Donc, l'effet de levier, il vaut à la hausse comme à la baisse. Et donc, le crédit bancaire est une opportunité et un risque. Et enfin, au niveau successoral, l'immobilier est plus difficile à transmettre que les valeurs mobilières, donc les actions et tout ce qui est coté en bourse. Donc, vous avez aussi plus de difficultés à transmettre votre patrimoine. Pour en venir à la bourse, qui est en fait l'autre alternative, si on revenait ici dans la liste, on a parlé en termes d'investissement à moyen et long terme de bourse, d'immobilier, et maintenant on va parler de l'autre alternative qui est la bourse. La bourse a le même avantage que l'immobilier, c'est la rentabilité. La rentabilité des actions, on le verra un petit peu plus loin, a été excellente par le passé. C'est extrêmement accessible, donc contrairement à l'immobilier pour lequel il vous faut des sommes assez importantes, en bourse, vous pouvez investir à partir de quelques dizaines d'euros. Vous pouvez investir quand bon vous semble. Les bourses sont ouvertes 5 jours semaine, toute l'année, et donc vous avez constamment accès à la possibilité d'acheter et de vendre. Il y a également la liquidité. La liquidité, ça fait référence à justement cette capacité à acheter et vendre les actifs. Donc, si vous investissez en bourse et que vous avez éventuellement besoin d'argent, eh bien, vous attendez simplement que la bourse ouvre, vous vendez certaines positions et l'argent arrive immédiatement sur votre compte.
Donc, vous avez une excellente liquidité, ce qui n'est pas du tout le cas avec de l'immobilier, puisque vous devez repasser par une procédure de vente qui va prendre beaucoup de temps. Ensuite, vous avez la diversification. Comme je vous disais en introduction, la diversification est un aspect absolument capital de la gestion d'un patrimoine et l'immobilier vous donne ça beaucoup plus difficilement. Vous avez besoin d'avoir de gros moyens pour pouvoir acheter plusieurs biens et pour pouvoir vous dire que vous êtes diversifié. En bourse, c'est beaucoup plus simple. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez investir à partir de quelques dizaines d'euros. Et donc, la capacité à acheter beaucoup d'actifs différents et vous diversifier est beaucoup plus simple. Et en plus de cela, en bourse, vous avez des fonds de placement qui sont des enveloppes. Vous achetez une part d'un fonds et en fait, dans le fonds, vous avez un large portefeuille d'actifs financiers. Et donc, en un achat, vous êtes en fait exposé à un large portefeuille d'actifs. Donc, la diversification est véritablement un gros atout de la bourse et c'est très important pour réduire le risque. Si en immobilier, votre locataire ne vous paye plus, vous êtes tout de suite en difficulté. Si vous achetez des actions en bourse, vous avez un large portefeuille, il y a une action qui fait faillite, objectivement, ça ne change rien à votre vie. Toutes les autres continuent à performer et à vivre leur vie et vous êtes complètement protégé de ce risque de défaut. Vous avez la mobilité aussi, donc à l'inverse, c'est un petit peu pour faire le miroir avec l'immobilier. Si vous allez vivre à l'étranger, si vous vous déplacez, si vous transmettez votre portefeuille à vos enfants, par exemple, eh bien, la mobilité est extrêmement facile. C'est juste votre compte vous suit, en fait. Vous vous connectez à Internet, vous vous connectez à votre site, à votre online banking, et vous avez accès à votre portefeuille de bourse, peu importe où vous êtes dans le monde. Le défaut principal de la bourse est la volatilité. C'est-à-dire que les prix des actifs peuvent fortement varier, ils varient au jour le jour. Vous achetez de l'immobilier, vous ne voyez pas le prix varier, ce qui ne veut pas dire qu'il ne varie pas, mais vous ne le voyez pas varier. En bourse, vous voyez la volatilité. Vous voyez que ça monte et ça descend, et ça peut monter et descendre fortement, notamment dans des périodes de crise. On l'a vu pendant la crise du Covid au mois de mars. Il peut y avoir des fortes volatilités. Et donc, à nouveau, une des réponses à cette volatilité, c'est la diversification, parce que vous allez lisser les résultats de votre portefeuille. Voilà. On va un petit peu aborder plus en profondeur maintenant le sujet de la bourse, qui est un petit peu, on va dire, mon dada et le thème de mon site Éducation Finance. S'il n'y a pas de questions concernant la première partie. Il n'y a pas de questions sur Facebook, en tout cas. Pas de questions? OK. Eh bien, on continue. Donc, concernant les investissements en bourse, je voulais insister sur le fait que la bourse, ce ne sont pas que les actions. C'est vrai que lorsqu'on parle bourse, tout le monde pense immédiatement actions, mais en réalité, en bourse, vous pouvez acheter et vendre plein d'actifs différents. Vous avez donc les actions. Il y en a des milliers et des milliers qui sont disponibles en Europe, aux États-Unis, en Asie. Vous avez les obligations. Les obligations, ce sont des prêts. Donc, les actions sont des titres de propriété. Donc, quand vous achetez une action Danone, par exemple, vous êtes en fait copropriétaire de Danone. Si vous achetez une obligation Danone, en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites un prêt à Danone. Et donc, c'est juste le type d'investissement qui est différent. Et les obligations sont moins risquées. Donc, vous avez également une large gamme de possibilités d'investissement en obligations. Ce sont des prêts soit à des sociétés, soit à des États. Donc, vous avez des obligations, par exemple, d'États belges, d'États français, d'États allemands, d'États américains. Donc, tout ça, vous pouvez acheter et vendre en bourse. Actions, obligations, matières premières aussi. Il faut faire un petit peu plus attention parce qu'il y a on va dire des aspects techniques qui font que, en termes de matières premières, c'est un petit peu plus technique que les autres actifs, mais c'est une des possibilités que vous avez, donc que ce soit
une exposition sur le pétrole, sur l'or, sur l'argent, sur des métaux un petit peu plus industriels, etc. Vous avez les devises étrangères. Vous pouvez d'ailleurs acheter des actions ou des obligations en devises étrangères aussi. Donc, ça vous permet de diversifier, on va dire, en dehors des actifs en euros. Vous avez l'or. Vous pouvez acheter des expositions sur l'or, typiquement via des fonds. On parlera un petit peu plus loin des fonds ETF. Et vous pouvez acheter des fonds qui suivent en fait l'évolution du prix de l'or et qui donc vont performer de la même manière que performe le prix de l'or. Donc ça, c'est une diversification très intéressante. Vous avez aussi l'immobilier coté, c'est peut-être moins connu. Pour les gens qui souhaitent se diversifier en immobilier, mais qui ont conscience des contraintes dont on a parlé, il y a possibilité d'acheter des actions de sociétés dont la seule activité est d'acheter et de détenir et de gérer des immeubles. Ça vous permet d'ailleurs de vous diversifier aussi sur de l'immobilier qui généralement n'est pas accessible aux particuliers. Donc, par exemple, des immeubles de bureaux. Ça peut être des maisons de retraite. Ça peut être donc du résidentiel aussi, donc des parcs d'appartements. Et puis, il y en a un qui m'échappe, mais vous avez vraiment un choix de vous diversifier sur le type d'immobilier auquel vous vous exposez. On a maintenant de nouvelles classes d'actifs qui apparaissent, et notamment les crypto-monnaies. Vous pouvez également investir sur les crypto-monnaies qui sont perçues, on va dire à juste titre, comme des actifs très spéculatifs, et c'est le cas, mais malgré tout, la perception change avec le temps, et bon, ce n'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais les crypto-monnaies prennent de plus en plus de place, et pas seulement sous un angle spéculatif. Ça peut aussi être une alternative aux monnaies traditionnelles, etc. Et donc, vous avez également des fonds, des fonds dans lesquels vous pouvez investir qui font en fait un mélange de ces différentes classes d'actifs. Donc, véritablement, la bourse est une manière de pouvoir diversifier vos investissements. Alors, historiquement, on parlait de rentabilité. Ici, j'ai repris pour vous les résultats d'une étude sur la période allant de l'année 1900 à l'année 2000. Donc, ça fait quand même 100 ans d'historique. Et quels que soient les pays sur lesquels on fait cette analyse, en moyenne, les actions ont rapporté de l'ordre de 10% par an. Et on voit qu'il n'y a pas de grosse différence d'un pays à l'autre, et que donc véritablement, historiquement, à long terme, les actions ont rapporté 10% par an. Donc ça, c'est en fait la classe d'actifs qui a le mieux performé historiquement. Et ce rendement-là est en fait le rendement du marché, donc on va dire de l'ensemble des actions. Et on en vient à une remarque qui est importante, c'est que ce rendement de 10%, vous l'obtenez si vous investissez dans un large portefeuille d'actions et que vous restez passif. Puisqu'en fait, la bourse et la manière dont ce calcul est fait, c'est comme ça. C'est on prend toutes les actions qui sont cotées sur un pays et on regarde sur toute la durée étudiée quelle a été leur performance. Et donc, si vous voulez avoir ce rendement-là, vous devez faire la même chose. Vous devez investir sur un grand nombre d'actions et les garder de manière passive. Et en fait, c'est ce que les gens ne font pas. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé Éducation Finance, c'est pour pallier à ce problème-là, qui est en fait assez dramatique dans son ampleur. Ici, vous voyez en fait les résultats d'une étude de JP Morgan. JP Morgan est la plus grande banque américaine. Et en fait, ils ont recensé différentes classes d'actifs dans lesquelles vous pouviez investir sur la période entre 1998 et 2017. Et ils ont donné ici le rendement annuel moyen de average investor, donc l'investisseur moyen. Et on voit que ce rendement était de 2,6% par an, alors que par exemple le marché américain des actions, qui est représenté par
par l'indice S&P 500, a fait 7,2% sur cette période de 20 ans. Donc, vous avez sous-performé de quasiment 4%, de plus que 4%. Et donc, c'est une sous-performance majeure. Ici, cette donnée-ci, EAFE, c'est en fait les marchés actions monde hors États-Unis. Ici aussi, 5,7% et l'investisseur moyen a fait 2,6%. Et c'est en fait à peine plus que l'inflation annuelle. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le rendement du marché, bon, ici il est de 10% sur cette période étudiée là, sur ces 20 ans il est un petit peu inférieur, mais si vous voulez l'obtenir, vous devez investir passivement sur un portefeuille bien diversifié. Et les gens ne le font pas. Les études ont démontré qu'en fait, les gens investissent de manière trop concentrée, probablement dans l'espoir d'avoir un meilleur rendement. Et en plus, les gens sont souvent trop actifs. Trop actifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, disons que vous allez acheter 10 actions que vous avez choisies vous-même, et puis vous laissez passer un petit peu de temps, et 3 mois après, vous commencez à avoir un petit peu peur, parce que les actions ont bien monté, et vous commencez à avoir peur que ça a monté trop haut, trop vite, et vous avez peur de reperdre ce que vous avez gagné, et donc vous allez revendre un petit peu. Et puis peut-être que le marché va continuer à monter. Et donc vous allez vous dire, zut, j'aurais pas dû revendre, je vais les racheter. Et puis vous allez les racheter plus cher. Et puis vous allez en fait fréquemment essayer d'anticiper les mouvements. En fait, ça revient à ça. C'est penser qu'on peut anticiper les mouvements des actions. Et en réalité, les études démontrent que ce n'est pas possible. Bien sûr que vous pouvez avoir de la chance, vous pouvez avoir un petit peu de réussite pendant une période, mais sur le moyen terme et le long terme, même les investisseurs professionnels ne sont pas capables en fait d'anticiper les évolutions de marché. Donc l'idéal, c'est de se construire un portefeuille bien diversifié, bien structuré, qui correspond à votre profil de risque et à vos attentes, et puis d'attendre, simplement en fait, d'acheter et d'attendre. Il n'y a quasiment plus rien à faire une fois que vous avez constitué votre portefeuille. Parce qu'au plus vous allez être actif, au plus vous allez en fait détruire du rendement. Et cette étude-ci le montre vraiment, je trouve, à merveille. Je la trouve extrêmement parlante parce que c'est quand même 20 ans d'analyse et ce sont des sources fiables. Donc, j'ai lu aussi d'autres études par ailleurs qui arrivent au même résultat. Donc, c'est une vérité. Il faut absolument apprendre à ne pas être trop actif. Et donc, ce slide-ci, c'est pour encore insister un petit peu là-dessus. Donc, comparer la gestion passive, acheter et conserver, et la gestion active que j'ai appelée boursicoter. C'est un petit peu ça. C'est j'anticipe, j'achète, je vends, j'ai peur. Ça a déjà bien baissé, je vais en racheter, c'est moins cher. Il valait 20, cette action valait 20, elle en vaut 10 maintenant, c'est une affaire, je l'achète. En réalité, le prix des actions reflète en permanence les attentes du marché de centaines de milliers d'intervenants. Et donc, c'est quelque part naïf de penser que nous, on va pouvoir savoir mieux que les centaines de milliers d'autres investisseurs ce que l'action va faire. Et que nous allons savoir que 10 euros, c'est bon marché, et que les autres ne s'en rendent pas compte, et que donc nous, on va en acheter à 10, pendant que les autres ne se rendent pas compte que c'est bon marché. Donc, il faut vraiment sortir de cette gestion passive, et de cette gestion active, pardon, pour passer à la gestion passive. Et c'est d'autant plus attrayant qu'en fait, c'est plus simple. Gérer passivement un portefeuille, c'est plus simple que de le gérer activement. Donc, non seulement c'est plus rentable, vous allez payer moins de frais puisque vous allez faire moins de transactions, vous allez avoir un meilleur rendement parce que vous allez éviter les mauvais timings d'achat et de vente. Et en plus, c'est beaucoup plus simple. Vous ne devez pas passer votre temps à lire les actualités, à faire des analyses de graphiques, à faire des analyses de bilan, à vous demander quel est l'impact des décisions des grands dirigeants de ce monde. En fait, vous achetez. Le plus important vraiment dans l'investissement, c'est de se constituer le portefeuille. C'est à ce moment-là qu'en fait, pour moi, tout se joue. Vous devez avoir un bon équilibre au début. Et après, vous ne devez quasiment plus rien faire.
Euh, et c'est l'occasion de vous parler des fonds ETF que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Les fonds ETF, je ne sais pas enfin, combien d'entre vous en ont déjà entendu parler, c'est en réalité une véritable révolution dans le monde des placements financiers. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. C'est une véritable révolution dans le monde des placements financiers. Alors, c'est un nom fonds ETF qui sonne technique, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Ce sont en fait des fonds qui sont extrêmement simples. Donc, d'abord, pour rappeler ce qu'est un fonds, c'est simplement une société, une enveloppe, on va dire, dans laquelle on met de l'argent et cet argent est converti en actions. Et en fait, le fonds détient un portefeuille très large et très varié d'actions. Et les fonds classiques, les fonds que les banquiers vous proposent, si vous appelez votre banquier et vous lui dites « Tiens, je souhaite investir mon épargne en bourse, qu'est-ce que vous me proposez ?» Il va vous proposer des fonds classiques comme des SICAV ou des fonds communs de placement. En fait, les ETF sont la même chose. En termes de structure juridique, c'est la même chose. La différence entre une SICAV, un fonds commun de placement, qui est proposé par votre banquier, et un ETF dans lequel vous pouvez investir par vous-même, c'est la manière dont le fonds est géré. Une SICAV, un fonds commun de placement, sont gérés activement. C'est l'explication que je donnais avant. Les banquiers ou les gestionnaires du fonds vont prendre des décisions au fur et à mesure du temps, d'acheter un petit peu plus de telles actions parce qu'ils pensent que telle zone géographique va mieux performer, de vendre un petit peu de telles actions parce qu'ils pensent que ça a trop monté, etc. etc. Et donc, les études démontrent que ça, ce n'est pas efficace. Et l'avantage des fonds ETF, c'est qu'eux ne gèrent pas activement. Ils gèrent passivement. Donc, quand vous mettez de l'argent dans un fonds ETF, vous achetez des parts, le gérant du fonds ETF voit que vous avez acheté des parts, l'argent que vous avez investi lui arrive et il l'investit dans un panier d'actions. Il y a des ETF obligataires aussi sur des obligations, il y a des ETF sur l'or, mais si on prend l'exemple des actions, l'objectif de l'ETF est de simplement copier un marché. Donc, par exemple, imaginons que voilà, vous connaissez l'indice CAC 40 en France, les 40 plus grandes sociétés cotées françaises. Si vous achetez un ETF sur le CAC 40, le gestionnaire de l'ETF va se contenter d'acheter les 40 actions dans les proportions prévues par l'indice. Et il ne va rien faire d'autre. Il va les acheter, il va les conserver. Et donc, quand vous investissez, il va en acheter un petit peu plus des 40. Et en fait, c'est votre part de ces 40 actions-là qu'il achète pour vous. Donc, en achetant une part d'ETF CAC 40, vous êtes exposé à l'évolution de prix des 40 actions. Et le gérant va gérer passivement. Donc, il va optimiser les erreurs que vous commettriez normalement si vous investissez par vous-même. Et il va vous rapprocher des rendements obtenus par le marché, puisque lui, tout ce qu'il fait, c'est copier le marché. Donc, dans cet exemple-ci, il copierait le marché français. Donc, les ETF sont un super outil de diversification parce qu'il existe des ETF très variés. Vous pouvez investir sur plein de zones géographiques différentes. Europe, États-Unis, Asie, vous pouvez investir sur des secteurs particuliers. Donc, vous avez une capacité de diversifier votre épargne qui est absolument superbe pour un coût près de 5 fois moins cher, 5 fois inférieur à un fonds, on va dire, bancaire classique. Et ça s'explique par la manière dont le fonds est géré. Comme il est géré passivement, eh bien, en fait, l'équipe de gestion est beaucoup plus petite. Vous avez besoin de beaucoup moins de discussions, de réunions pour décider ce qu'on achète et ce qu'on vend. Et donc, c'est géré de manière beaucoup plus simple et par conséquent, beaucoup moins cher. Donc, pour récapituler sur les fonds ETF, c'est vraiment un très grand choix de fonds ETF qui existe. C'est un marché qui croît très fortement. Donc, ce n'est pas un marché, on va dire, de techniciens qui n'évoluent pas.
c'est vraiment un marché qui est en train de se démocratiser très, très fort, avec un énorme choix, une capacité de vous diversifier qui est assez difficile à concurrencer et pour un coût extrêmement faible. Là, Oui. on commence à avoir des questions. Ok. Dorian dit, une fois construit, combien de temps faut-il conserver le portefeuille? J'ai envie de dire que quelque part au plus long, au mieux. En fait, c'est ça la question, hein, si j'ai bien entendu. Donc, combien de temps on doit conserver le portefeuille? Oui. En fait, ça dépend de vous, parce qu'au final, c'est votre épargne. Et donc, le but de l'épargne aussi, à un moment donné, c'est d'en faire quelque chose. A priori, l'investissement boursier n'est pas la fin en soi. L'objectif, c'est de protéger cette épargne et de la faire croître pour, à un moment donné, la mettre au service de vos objectifs de vie. Donc, ça dépend de votre timing à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de limite en termes de durée, si ce n'est peut-être une limite à la baisse, c'est-à-dire qu'au plus vous investissez pour une durée courte, au plus difficile il va être de prévoir, on va dire, le rendement que vous allez obtenir. Parce que si on regarde le rendement des marchés d'année en année, vous avez des très grandes fluctuations. Si vous regardez par tranche de 10 ans, par exemple, les fluctuations sont beaucoup plus faibles. Et donc, ce sont des actifs qui sont voués à être détenus à au moins moyen terme. Mais voilà, ça dépend des objectifs de chacun. Alors, Marie-Christine demande, ETF, c'est portefeuille branche 21? Non. En fait, branche 21, c'est un dispositif fiscal, on va dire. C'est une enveloppe fiscale. Et donc, branche 21, dans des branches 21, vous avez des investissements qui peuvent être des actions, des obligations, mais juste la notion de branche 21, c'est juste un contrat, on va dire, qui rentre dans une certaine case fiscale et qui vous apporte certaines conséquences fiscales. Les ETF ne sont pas dans des produits de type branche 21, branche 23, sont vraiment des actifs que vous pouvez acheter librement. Par exemple, vous ouvrez un compte auprès d'un courtier en ligne, que ce soit KeyTrade, de Giro ou autre, et vous pouvez acheter vous-même en fait ces fonds-là en bourse de la même manière que vous achèteriez une action. C'est exactement le même procédé, ce sont les mêmes frais. La seule chose à savoir faire, c'est pouvoir les trouver et les sélectionner. Donc c'est pas la même chose. Alors, Phil, ne doit-on pas faire un mix de FDS? De fonds, sans doute. Oui, c'est ça, fonds et ETF pour sécuriser des gains après une forte hausse des ETF. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'ETF, c'est jamais qu'un véhicule. Donc, c'est jamais qu'une enveloppe, si on veut, c'est un portefeuille. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui a monté. Si vous avez un ETF CAC 40, en fait, ce n'est pas l'ETF qui a bien performé, si jamais il monte bien, c'est le CAC 40, c'est l'indice des 40 actions françaises qui ont monté en valeur. Mais après, l'idée de a bien performé, n'a pas bien performé, ça nous ramène à la gestion active. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Parce que qui peut objectivement dire ce qui a bien monté ou pas bien monté, c'est pas prévisible en fait. Et donc, en fait, les ETF sont des fonds. Donc pour moi, tous les autres fonds, dans ma conception, en fait, on n'en a plus besoin à partir du moment où il y a des ETF. Parce que ça devient les fonds qu'on utilise comme investissement. Donc, il n'y a pas vraiment de distinction. Moi, je remplace les fonds classiques, de type SICAV, fonds commun de placement et autres, par des ETF. Dans mon portefeuille, je n'ai aucun fonds bancaire. Je n'ai que des fonds ETF. Et donc, moi, j'éviterais la tentation de vendre quand ça a bien monté. Et je me limiterais à avoir un portefeuille bien équilibré sans essayer de jouer à ce niveau-là, avec une seule petite précision là-dessus,
c'est qu'effectivement, si au fil des années, vous étiez parti avec un portefeuille où vous vouliez, par exemple, 60% d'actions et 40% d'obligations, si vos actions ont très très bien performé pendant que les obligations n'ont pas bien performé, en fait, en termes de valeur, vos 60% seront peut-être devenus 80%. Et les obligations qui étaient 40 n'ont pas bougé en valeur, mais vu que votre portefeuille global a pris en valeur, les 40% sont devenus 20. Et donc, au lieu d'avoir 60% d'actions et 40% d'obligations, vous finissez avec un déséquilibre par rapport à ce que vous vouliez au début. Donc ça, ce sont les seuls ajustements, mais ils ne sont pas avec l'idée de se dire ça, ça a trop monté, ça a trop descendu. C'est juste garder les équilibres. Karine demande... Ah, ouais. Karine demande bien construire, comment faire? Alors, bien construire, il faut un petit peu se former ou s'informer à ce niveau-là. Et c'est justement l'objectif de mon site, c'est vraiment d'expliquer comment faire pour bien construire. Déjà, le premier aspect, c'est la diversification. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce n'est pas par hasard parce que vraiment, c'est l'aspect principal. Et donc, il faut choisir en fait les proportions qu'on investit en actions, en obligations, en or, en immobilier coté, etc. Mais il faut s'assurer de cette diversification. Et juste en termes d'ordre de grandeur, quelque chose qui est très connu dans la communauté financière, c'est ce qu'on appelle le portefeuille 60-40. D'ailleurs, si je reviens un petit peu ici, dans l'étude de JP Morgan, ils le mettent ici, 60-40. Parce qu'en fait, c'est un portefeuille avec 60% d'actions, 40% d'obligations. Et donc ça, on considère, historiquement parlant, que c'est un portefeuille équilibré pour le long terme. D'accord ? Et donc ça pourrait être un point de départ, on va dire, pour construire un portefeuille. Et moi, je conseille de mettre plus que juste des actions et des obligations, et de mettre aussi notamment de l'or, pas dans des proportions très élevées, mais qui viennent apporter de la diversification. Et donc, vraiment, les aspects clés sont ceux-là. C'est diversification dans les actions dans lesquelles vous investissez et sur les classes d'actifs dans lesquelles vous investissez. Et pour savoir comment faire, il faut lire mon blog, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, pas. Attends, est-ce que j'ai bien couvert toutes les questions du chat? Et sur Facebook... Ah, voilà. Non, il n'y a plus d'autres questions. Moi, ce que j'ai envie de poser comme question, c'est l'intérêt. Donc, le problème qui existe aujourd'hui, c'est que la majorité des Belges vont épargner un certain montant tous les mois qu'ils vont laisser dormir sur un compte épargne. Oui. Est-ce que, je pense que c'est ton objectif aussi, et tous les spécialistes que je vais faire venir là, dans les semaines à venir, c'est de montrer que cet argent, quitte à mettre 100 € par mois de côté sur un compte, autant le mettre dans quelque chose, dans un fonds justement, ou l'investir plutôt que de laisser dormir en fait sur un compte où l'argent perd de sa valeur. À partir de combien, selon toi, est-ce qu'on peut... quelqu'un qui a, on va dire, imaginons 100, 200, 300 € par mois d'épargne, par où commencer? En fait, au début de la présentation, c'est pour ça que j'avais fait la gradation. Il y avait cette notion d'immobilier, épargne de précaution, épargne pour projet identifié, et puis investissement. Donc d'abord, s'assurer qu'on a l'épargne de côté pour les coups durs et pour les projets ou les dépenses clairement identifiées. Et une fois qu'on a passé ce stade-là, on peut alors effectivement choisir l'investissement au-dessus, on va dire, du compte d'épargne. Parce qu'effectivement, le compte d'épargne rapporte 0. Mais donc, à nouveau, ça fait un petit peu écho à la question un petit peu plus tôt sur la durée. C'est que, oui, investir dans des fonds mois après mois, c'est une bonne manière de se forcer à épargner et à investir plutôt que de laisser à 0%. Mais par contre, il faut aussi s'assurer que ces sommes-là, on a du temps devant nous. Et donc, a priori, comme on a mis de côté avec l'épargne de précaution et pour les projets, a priori, on en a. Donc, on peut effectivement, pour cette épargne-là,
à investir de mois en mois dans des fonds. Et alors là, l'importance, c'est l'importance de la structuration du portefeuille, mais les fonds ETF seraient parfaits pour ça. Et, et la chose à avoir surtout à l'œil, si vous voulez faire ça, ce sont les frais de passage d'ordre, pardon. Parce qu'il est important, si vous voulez faire des transactions une fois par mois, de vous assurer que ces frais ne pèsent pas trop lourd sur votre rendement. Parce que vous allez faire relativement beaucoup de transactions. Tous les mois, vous en allez en faire une ou plusieurs. Et donc, c'est vraiment important de choisir son courtier en ligne, sur base des frais. Et il y a notamment des courtiers en ligne qui sont très bon marché. Et il y a même certains courtiers qui offrent des frais gratuits sur notamment des ETF. Donc, ça permet d'investir sans frais sur une sélection d'ETF. Donc ça, c'est un très bon moyen, je pense, d'investir tous les mois, de se forcer à avoir la discipline et en même temps de limiter les frais au maximum, puisque les ETF coûtent 5 fois moins cher que les fonds classiques. Et si vous choisissez bien votre courtier, vous allez avoir des frais qui seront très limités aussi. Bonsoir, excusez-moi, j'ai une question. Vous parlez de courtier en ligne, mais comment savoir que le courtier, c'est un courtier officiel et qu'il n'y a pas une fraude ou que ce ne soit pas une arnaque en fait? Oui, de toute façon, il y a des accréditations qui sont nécessaires. Donc, en fait, il y a en Belgique, si vous êtes en Belgique, c'est la FSMA, qui est une autorité de contrôle de tout le secteur bancaire, qui contrôle notamment donc les banques, les assurances, mais aussi les courtiers en ligne. Donc, soit vous devez retrouver sur le site, on va dire, la référence à l'agrégation, soit de manière plus, on va dire, raisonnable ou classique, simplement vous travaillez avec un courtier qui a pignon sur rue et qui est connu, on va dire, de tous. Donc, par exemple, des sociétés comme Keytrade, voilà, je pense que j'ai jamais été vérifié qu'ils sont agréés, mais ils sont tellement connus que j'ai du mal à croire qu'ils ne le soient pas, parce que sinon, ils se seraient déjà fait repérés justement par la FSMA et ils ne seraient plus en position d'exercer. Donc, je pense qu'il faut essayer d'aller vers les courtiers qui sont les plus connus sur le marché et dont vous entendez des échos, des retours d'expérience positifs. Ok, merci. Parce que c'est vrai que vous êtes dans le monde de la finance, mais quand on n'est pas dans le monde de la finance, on n'a pas cet éventail de, comment dire, de connaissances, de courtiers, oui, de noms. Maintenant, Keytrade, je me rends compte qui c'est, mais sinon, j'ai aucune idée. Non, merci pour votre réponse. Vous avez raison. Donc, historiquement parlant, les gens passaient toujours par leur banque. Donc, c'était, on va dire, plus flagrant parce qu'on voilà, on connaît sa banque, on travaille avec la banque, on sait que la banque est agréée. Et maintenant, il y a les courtiers en ligne qui apparaissent et qui se développent, et je pense à juste titre parce que leurs services sont très bons et les frais sont largement inférieurs pour le même service. Donc, effectivement, si vous n'avez pas assez confiance ou l'expérience à ce niveau-là, il faut tomber sur des sites internet. Par exemple, sur le mien, je n'ai pas encore fait d'article, par exemple, à ce sujet, mais je sais qu'il y a d'autres sites internet que je connais, mais c'est vrai parce que je suis peut-être habitué à ça. Il y a d'autres sites qui font, on va dire, le répertoire des courtiers. Et donc, je dirais, si vous ne trouvez pas des publicités ou que ça ne sort pas rapidement dans Google, quand vous tapez courtier en ligne action, n'allez pas chercher un courtier qui est en page 8 de Google, quoi. Voilà. J'ai presque fini, donc s'il n'y a plus de questions, je vais juste passer au dernier slide qui est en fait, on va dire un petit peu une synthèse. Et j'ai appelé ça mes 3 secrets pour des placements en Russie. C'est un petit peu la synthèse de ce qu'on vient de discuter. Et c'est en fait la synthèse, ça paraît simple et c'est l'objectif vu que c'est une synthèse, mais en réalité, véritablement, je pense que c'est la synthèse de… ça fait 20 ans que je m'intéresse au placement financier. J'ai déjà lu des dizaines et des dizaines d'études des plus grandes banques du monde. Et en fait, je reviens toujours à ces 3 points-là.
Donc, c'est la diversification. Je pense que je l'ai déjà suffisamment dit, donc je ne vais pas revenir une énième fois. Mais il y a la manière passive, qui ça, par contre, est quelque chose qu'il faut intégrer, qui est un petit peu contre nature, parce qu'on peut penser qu'au plus on est actif, au plus on sera rentable, au plus on sera efficace. Et en fait, c'est l'inverse. Et ça vaut même pour les gestionnaires professionnels. Donc, ne croyez pas que vous devez gérer passivement parce que vous n'êtes pas expert et que vous ne vous y connaissez pas. Même les professionnels de la finance qui gèrent activement, en général, performent moins bien que s'ils auraient géré passivement. Donc, la gestion passive, c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Et le fait d'être diversifié va vous aider à être passif. Parce que vous allez lisser les résultats de vos placements et donc ça va vous donner moins de yo-yo émotionnel, moins de volatilité, moins de stress, moins d'excitation quand ça monte et de panique quand ça baisse. Et donc, ça va vous aider à rester passif. Et le troisième point, c'est réduire les frais, sans réduire évidemment la qualité du portefeuille. Et donc, ça passe essentiellement par la gestion passive, donc vous passez moins d'ordre. Vous utilisez un courtier en ligne qui coûte moins cher qu'une banque et vous utilisez des fonds ETF qui coûtent 5 fois moins cher que les fonds classiques et qui vous donnent une super diversification. Donc voilà, retenez bien ces 3 points-là. Je pense vraiment que voilà, il faut les intégrer et les mettre en application parce que ça va vous aider grandement à bien gérer vos placements. J'ai encore Voilà. Dorian qui a une question. Quel courtier en ligne tu recommanderais pour investir dans un fonds ETF suivant l'indice S&P 500? Bon, un fonds ETF sur le S&P 500, je pense que tous les courtiers vont l'avoir disponible parce que c'est un énorme indice. Donc, il n'y a pas de difficulté d'avoir accès à cet ETF-là. Après, il faut à nouveau choisir le courtier en ligne. Personnellement, j'utilise DeGiro, qui est un courtier hollandais, mais qui est présent dans je crois, presque 15 pays européens. Je les utilise depuis plusieurs années et ils sont vraiment très, très bien. Et puis après, comme je disais, il y a les grands courtiers. Je sais qu'en Belgique, il y a Lynx, LYNX, je pense, qui sont assez bon marché et qui ont une belle offre. Et puis, quand vous allez déjà dans le plus cher, vous avez Keytrade, par exemple, qui est plus cher. Et puis, vous avez toutes les banques. Vous pouvez aussi ouvrir un compte chez un courtier à l'étranger. Donc, ça ne veut pas dire dans un pays exotique, mais en France, il n'y a pas de souci, hein. Vous pourriez ouvrir un compte chez Boursorama. Mais moi, je suis chez DeGiro, j'en suis satisfait. Et en Belgique, je sais qu'il y a Lynx qui existe et qui a des tarifs assez compétitifs. Marie-Christine, tu as une question? Oui, s'il te plaît. Je voudrais encore poser une question à quelque chose qui m'a interpellée. Tu as dit que quand on fait des placements en ETF, il fallait avoir du temps, mais en même temps, tu dis qu'il faut une gestion passive. Alors, moi, j'avais compris que s'il fallait avoir du temps, il faut regarder, consulter son portefeuille. Oui. Et là, en disant de manière passive, je comprends pas s'exciter et vendre et acheter à tout bout de champ, attendre un certain délai. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire, ces deux notions? C'est pas contradictoire, c'est parce que je me suis peut-être pas tout à fait bien exprimé. En fait, ce qui prend du temps, c'est la constitution du portefeuille, c'est pas la gestion. Et donc, ce qui est, on va dire, un peu plus difficile, c'est trouver les ETF, voir le choix qui est disponible et les sélectionner. C'est ça qui prend du temps. Mais après, une fois que vous l'avez sélectionné, que vous l'avez acheté, il n'y a plus rien à faire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'ETF sur le marché? Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais la difficulté, c'est en fait, c'est qu'il n'y a pas d'offre, on va dire, globalisée. Et il y a très peu de sites Internet qui vous donnent une bonne vue sur tous les ETF qui sont disponibles. Donc, en fait, vous avez 5-6 gros émetteurs d'ETF et vous devez aller sur le site Internet de chacun d'eux pour voir ce qu'ils proposent. Et donc, vous n'avez pas une très, très bonne vue sur l'offre globale. Et donc, ça demande le temps et tous les sites ne sont pas très, très bien faits, je dois dire.
Donc, il y en a quelques-uns qui sont bien faits, comme par exemple le site de Lyxor, Lyxor en France, qui est un gros acteur du marché ETF en Europe. Leur site est assez bien fait, mais vous avez une gamme qui est en fait plus grande. Et donc, si vous n'achetez que chez Lyxor, vous allez trouver l'essentiel de ce dont vous avez besoin, mais voilà, vous n'avez pas forcément tout. Et donc, c'est plus ça qui est difficile, en fait, c'est de s'y retrouver, d'arriver à lire les informations qu'ils vous donnent, parce que vous pouvez avoir des abréviations, des termes en anglais, parfois des informations manquantes. Chez Lyxor, ils sont bons, donc ça va, mais sur d'autres sites, parfois, je trouve qu'il y a des informations manquantes. Donc, la difficulté, elle est plus là. Et voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je vais maintenant faire une formation, parce que c'est pour aider les gens à passer ce step-là et d'arriver à s'y retrouver parmi toute l'offre d'ETF disponible. Ok, donc c'est l'analyse de l'ETF en soi qui prend du temps. C'est l'analyse et le trouver, ça dépend dans quel niveau de complexité ou de détail vous voulez aller. Parce qu'il y a des gens qui veulent, par exemple, avoir un ETF spécial Chine, un ETF spécial sur le Brésil, un ETF spécial sur les sociétés actives dans l'intelligence artificielle, par exemple. Et ça, il y en a moins. Et donc, pour le trouver et pour trouver les ETF disponibles et les comparer, ce n'est pas toujours évident, et il faut avoir passé des heures là-dessus, chose que j'ai faite, pour y voir un peu plus clair. Mais si vous restez dans une approche simple, à la limite, vous pouvez acheter tous vos ETF chez Lyxor et leur site est bien fait. Et voilà, mais malgré tout, c'est la constitution du portefeuille qui prend et qui doit prendre le plus de temps. Ok. Merci beaucoup pour l'éclaircissement qui était très clair. Merci Je vous beaucoup. en prie. Je suis disponible. Et donc, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Dorian dit merci. Et sur Facebook non plus, il n'y a pas de questions. Okay. Donc, c'est typiquement tout ce genre d'informations. Donc, on a pas mal parlé des fonds ETF, mais c'est sur l'ensemble en fait, des investissements possibles. C'est toutes ces connaissances-là en fait, que tu vas vulgariser sur le site à toi. Hein. Oui, voilà. En fait, c'est un sujet qui est très vaste, si on veut qu'il soit très vaste. Et l'objectif, c'est de le mettre dans un entonnoir pour aider les gens à juste avoir ce dont ils ont besoin. Ça prend malgré tout quelques heures, on ne va pas se le cacher. Évidemment qu'il faut passer des heures à s'intéresser au sujet. Mais par contre, après, pour le long terme, une fois qu'on a la compréhension, la connaissance, et que les sources de cette connaissance sont fiables, on est parti pour le restant de nos jours, en fait. Ce sont des connaissances, et après, il suffit, entre guillemets, de les mettre en action. Et pour les quelques difficultés dont on vient, par exemple, de parler maintenant, concernant le choix des ETF et les trouver, c'est pour ça que je fais une formation qui va au-delà des articles que j'écris, parce que les articles ont pour objectif en fait, de partager la connaissance un petit peu comme on l'a fait ce soir, avec des graphiques, avec des sources, avec des explications, avec des exemples. Et puis, voilà, pour ceux qui se sentent encore un petit peu perdus, effectivement, il y a quelques petites choses à savoir en plus, effectivement, pour pouvoir passer à l'action. Parce que l'objectif, c'est d'investir par soi-même. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'alternative, c'est comme on a toujours fait, c'est appeler le banquier pour être mis dans des fonds qui coûtent 5 fois plus cher. C'est une alternative. On peut le faire. Mais du coup, on gaspille du rendement. Et en plus, on n'apprend pas. On n'a pas le contrôle sur ce dans quoi on a investi et pourquoi. Et donc, c'est un sujet, notamment avec l'expansion des sujets, par exemple, éthiques, environnementaux et autres, les gens ont envie de savoir dans quoi ils sont investis. Donc, lorsque vous déléguez, c'est bien, c'est un choix, mais souvent, vous ne comprenez pas et vous ne savez pas dans quoi vous êtes investi. Et donc, le fait de se former permet de mieux savoir dans quoi on investit. Oui. Super. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur Facebook ou dans le Zoom. N'hésitez vraiment pas, profitez-en. Oui. Sinon, je partagerai, donc pour ceux qui sont dans le Zoom, vous avez reçu par mail l'adresse mail de Christophe si jamais vous avez des questions. Oui, volontiers. Alors, pour ceux
qui regardent le replay sur Facebook, je mettrai le lien vers ton site internet justement. D'accord. Est-ce que tu as une page ou un groupe ou quelque chose comme ça que je peux identifier aussi? Pas encore. J'ai une page Facebook éducationfinance.eu et une page LinkedIn. Ok, je vais les taguer Euh, aussi. ok, super. Donc ça, ce sont aussi, donc peut-être pour dire encore un mot là-dessus, donc j'ai le site internet et puis j'utilise les réseaux sociaux pour partager ce que je publie et aussi pour partager des analyses ou des réactions un peu plus sur l'actualité. Parce que l'objectif du site, c'est pas d'en faire un écobis avec des articles vraiment d'actualité, parce qu'à nouveau, ça va pousser à la gestion active et c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce sont des articles vraiment de fond et plus alors sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu plus voilà, lié à l'actualité pour aider les gens à comprendre ce qu'ils lisent dans les journaux et pas être, on va dire, désorientés par certaines informations. Oui. Génial. Marie-Christine, aussi. Merci beaucoup pour toutes les informations. Merci beaucoup de la part de Merci pour vos Karine. merci. Voilà, c'était très clair. Eh bien, un tout grand merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Christophe, pour cet atelier en effet très clair et très... c'est vraiment très clair et très complet à la fois. Donc, c'est chouette. Et c'est chouette de voir que les 4 ateliers vont être complémentaires. Oui, tout à fait. Donc voilà, et peut-être qu'on te reverra au mois de février pour nous annoncer justement un sujet lié justement à ta formation. Oui, tout à fait. Voilà, si les gens souhaitent approfondir certains sujets, ou moi je reviens volontiers, et donc on peut creuser profond ou pas. Donc c'est vous qui voyez. Ça marche. Merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente soirée. Merci, bonne soirée.